Bonjour, je suis Patrick Jean-François, je suis le directeur du pôle conseil d'Ypon Technologies et pour cette première de Digital Débrief, nous allons vous parler d'industrie du futur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'ère de la 4e révolution industrielle, nous constatons que des sociétés comme Framatome déploient des systèmes de réalité virtuelle pour sa production, qu'Air Liquide pilote sa production à distance, qu'Airbus déploie des grands programmes Big Data et des outils numériques pour ses ateliers de production, et que la SNCF mise sur le digital pour complètement transformer et maximiser la maintenance de ses ateliers de production ferroviaire. Très clairement, nous sommes dans une industrie créative, connectée et ambitieuse. Alors pour illustrer tous ces changements, nous avons invité ce soir deux acteurs français de l'industrie du futur. Aurélien Schwartz, CEO de la start-up et filiale d'EDF, Metroscope. Et Paul Normier, CEO de la start-up Mobibam. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors Aurélien, Metroscope a créé un système prédictif de maintenance pour les centrales nucléaires qui peut être généralisé, si j'ai bien compris, donc, aux assets, aux actifs industriels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous présenter le business model ? Alors, oui, tout à fait. Donc Metroscope, c'est bien plus que juste les centrales nucléaires, hein, comme tu le disais. C'est une technologie qui va allier fondamentalement deux choses. Un process industriel d'un côté, quel qu'il soit, ça peut être la machine à café du voisin, comme ça peut être une centrale nucléaire, effectivement, qu'on va représenter avec ce qu'on va appeler un jumeau numérique. Un jumeau numérique, c'est un mot un peu à la mode pour dire qu'on va mettre toutes les équations de la physique dans un grand, ce qu'on va appeler un système équationnel, osons les termes, qui va nous permettre de représenter le comportement attendu du process industriel en question. Et puis de l'autre côté, on va brancher une intelligence artificielle sur ce système d'équations, sur ce jumeau numérique, pour aller le piloter dans plein de scénarios et voir ce qui se passe. Voir s'il y a des aléas sur le système physique qui viendraient justifier l'intervention des équipes de maintenance. D'accord. Très bien, donc on est clairement sur l'optimisation de l'outil de production. Donc concrètement, quel est l'intérêt pour EDF, pour le groupe EDF, de faire de l'intrapreneuriat sur des sujets aussi stratégiques ? Alors, donc le sujet est stratégique, je dirais oui et non. En fait, on ne fait pas de l'intrapreneuriat parce que le sujet est stratégique, on fait de l'intrapreneuriat parce qu'on a un marché, fondamentalement. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'intrapreneuriat sur Metroscope ? Parce que finalement, cette technologie qui associe d'un côté modélisation numérique et de l'autre côté intelligence artificielle, elle n'existe pas. Aujourd'hui, elle est neuve. Elle sort directement des laboratoires de la R&D du groupe EDF. Et quand on a été capable de présenter nos premiers résultats, parce que finalement, si on vient des centrales nucléaires, c'est parce qu'on vient de la R&D d'EDF. On ne s'est pas dit, tiens, il faut faire ça sur une centrale nucléaire. Honnêtement, c'était un gros morceau. On aurait eu meilleur temps de commencer avec une machine à laver, ça aurait été beaucoup plus simple. Néanmoins, on a commencé là-dessus parce que factuellement, on était à Saclay dans nos laboratoires de R&D. Une fois qu'on a trouvé ces équations, ces algorithmes, une fois qu'on a tout ça et que ça marche et qu'on commence à avoir des résultats, on se dit tiens, là on génère de la valeur. On génère de la valeur en plein dans cette dynamique usine du futur. C'est un petit peu la thématique d'aujourd'hui, cette dynamique digitalisation du monde industriel. Et on voit qu'on peut vraiment amener de la valeur à des métiers. Une fois qu'on a compris ça, on se dit finalement, là il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui dépasse mon seul cas d'usage, qui dépasse mon seul cas d'application que j'ai aujourd'hui en tant qu'ingénieur R&D, parce qu'à la base, je viens de la R&D d'EDF avec tous mes associés fondateurs. On est 3 associés fondateurs qui venons tous de la R&D. Et donc, quand on prend conscience de ce potentiel, finalement, à un moment donné, on se dit il faut en faire quelque chose. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a un parcours intrapreneurial ? Avant tout, parce qu'on a un marché. On ne va pas se le cacher, on a un marché. Pourquoi on a un marché ? Parce qu'on a une innovation. Très bien, alors quelque chose m'interpelle. Vous êtes issu donc d'un groupe qui a des acquis culturels, qui a un passé organisationnel, des process. Comment vous avez opéré cette transformation digitale au sein de Metroscope ? Alors, EDF, clairement, c'est un groupe qui, historiquement, est hyper vertueux sur l'acquisition, l'agrégation de ces données et tout ce qu'on va appeler la data analytics, c'est-à-dire se poser des questions de comment je vais utiliser un certain nombre de mesures que j'ai partout sur mes installations. EDF, on parle de centrales nucléaires, mais c'est pas que ça, c'est aussi des turbines à combustion, c'est aussi, bien sûr, de l'éolien, du photovoltaïque aujourd'hui. Donc, ils ont un parc très important d'actifs qui font de la production électrique et ils remontent toutes ces données. Ces données, ça fait longtemps qu'EDF les remonte, ça fait longtemps qu'EDF se pose des questions de pointe sur leur utilisation. Donc, venir avec des outils de digitalisation au sein d'EDF, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal parce qu'on investit depuis longtemps sur ces thématiques.
Maintenant, c'est grâce à ça, c'est plutôt l'inverse, c'est grâce à cet investissement historique d'EDF dans sa R&D sur les data analytics, sur l'intelligence artificielle, sur l'utilisation de ces données. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a une longueur d'avance et qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Donc je dirais, la culture d'EDF, elle était prête, elle a toujours été prête à l'émergence de ce genre d'initiative. Et ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, à la R&D, vous allez trouver beaucoup d'autres projets très intéressants avec un potentiel bien dans son temps, bien dans l'air du temps, parce que simplement EDF n'est vraiment pas à la traîne sur ces sujets. Très bien. Paul, bonsoir. Alors, Mobibam a créé un configurateur 3D en ligne pour automatiser la conception et la production donc, de meubles. Donc très clairement, vous avez disrupté votre propre marché en refondant donc, la société familiale. Comment vous y êtes pris? Quelle est la genèse de ce projet et comment vous y êtes pris? Alors, la genèse de ce projet, c'est pas la refonte de l'entreprise familiale. L'entreprise familiale et ses difficultés, ça a plutôt été le terreau qui a donné naissance à ce projet de Mobibam. En fait, j'ai été amené à découvrir dans cette expérience professionnelle avec ma famille tout l'univers de la production, ces nouvelles générations de machines avec du pilotage rapide, des changements d'outils rapides et un pilotage numérique. Et je me suis dit, mais comment faire pour donner le pouvoir de conception directement à un utilisateur final, directement à un consommateur. Donc je me suis un peu penché sur tout ce qu'il existait comme interface en ligne, portée par des technologies comme le WebGL, les développements en HTML5, pour donner ce pouvoir d'utilisation. Pour vraiment, le cœur de la valeur chez Mobibam, c'est l'appropriation. C'est-à-dire que tout d'un coup, le consommateur est indépendant d'un bureau d'études, d'un commercial. Il va pouvoir visualiser son meuble en temps réel, le voir évoluer sur son navigateur et avoir une estimation du prix, non seulement du meuble, mais également de la livraison, du montage, qui s'actualise en temps réel. Donc tout d'un coup, il est en position de pouvoir, là où d'habitude, il était dépendant de tous ces acteurs, là où aujourd'hui, dans la plupart des cas, il est confronté au flou, à la lenteur et à des prix excessifs. Donc ça, c'est la genèse de l'idée. Après, je me suis orienté assez naturellement, puisque j'évoluais dans cet univers du meuble, vers le rangement, là où le sur-mesure est une véritable plus-value, et avec cette idée vraiment de digitalisation, d'automatisation totale de la chaîne de la valeur, entre la conception par l'utilisateur et la production du meuble en France. Parce que, bon, par ailleurs, cette entreprise familiale qui est allée au tapis, parce qu'on a déposé le bilan, c'était en décembre 2014, eh bien, elle était confrontée à un mouvement général dans la filière bois qui veut qu'aujourd'hui, vous avez des acheteurs chinois qui viennent acheter les bois sur pied dans les forêts françaises. C'est ensuite envoyé en Chine, transformé à coût d'une main-d'œuvre vraiment à bas coût. Et ensuite réexpédié en France. Donc 40 000 km plus tard, on a le produit fini en France. Alors au passage, il y a un petit peu de dumping chinois avec des subventions aux exportations des produits d'ameublement. Et dans tout ce process, on a sacrifié toute la filière bois, qu'il s'agisse de la première transformation ou évidemment de la seconde transformation avec la production des meubles. Voilà, donc derrière ce projet, il y a vraiment cette idée de prise de pouvoir par le consommateur, mais il y a également l'idée de s'inscrire dans un cycle économique beaucoup plus vertueux en relocalisant la production grâce au digital, au plus près des bassins de consommation. Voilà, et puis bon, par ailleurs, il y a d'autres vertus, on pourra s'étendre là-dessus. Évidemment, maintien de l'emploi, pénibilité pour les opérateurs, puisqu'on va échapper à un maximum de tâches qui peuvent être de la manipulation ou des découpes qui peuvent générer des accidents ou générer de la poussière qui vient se mettre dans le poumon des opérateurs. Voilà un peu la genèse de Mobibam. Il y a une partie de marché, évidemment, et puis il y a une partie de valeur. D'accord, très bien. Alors, la question qui m'interpelle, c'est comment prévoyez-vous la scalabilité de votre entreprise, tant en termes de structure qu'en termes de système d'information? Alors, la scalabilité, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé sur le marché notre outil. Dans l'idée, on l'a fait en fait le plus vite et pour le moins cher possible, parce qu'on a admis dès le début qu'on allait produire quelque chose d'imparfait. Et parce qu'on était convaincu que notre simple vue théorique sur notre produit était largement insuffisante et même qu'il s'agissait peut-être d'une dangereuse utopie, puisque quand on fait ça, quand on passe trop de temps à réfléchir dans sa cave à l'utilisation de son produit, et en réalité on développe des fonctionnalités dont l'utilisateur final n'a pas besoin et qui polluent l'expérience.
et donc qui rendent finalement votre produit inutilisable. Donc le plus vite possible, on a amené une bêta de notre configurateur sur le marché, et progressivement, on le fait évoluer en analysant les données qu'on peut récupérer sur Internet. C'est-à-dire, on filme les sessions utilisateurs, on place des balises de conversion sur tout le tunnel de conversion entre la conception en ligne par l'utilisateur simplement le passage sur notre site et l'achat du meuble. Donc cette scalabilité, en fait, elle se travaille par l'augmentation des fonctionnalités et l'amélioration continue de l'ergonomie pour permettre d'augmenter en fait notre taux de conversion. Hein. Ça, c'est mon obsession de e-commerçant. Je veux avoir plus d'acheteurs sur mon nombre de visiteurs uniques. Et elle se travaille aussi par d'autres biais. Là, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'avec ce configurateur, on a un magnifique outil pour tous les marchés de la transformation de panneaux. Et que Mobibam, en tant que distributeur de meubles, est un formidable laboratoire de l'amélioration continue de ce configurateur. Donc on récupère ces données pour améliorer un produit, le configurateur, qui va servir différents marchés. D'accord. Alors, question à tous les deux maintenant, même si vous êtes quasiment des digital natives, aujourd'hui, sur quel axe de transformation l'impact était le plus important? Culturel, méthodologique, technique? Aurélien, peut-être? Concernant Metroscope, je pense qu'avant tout, c'est une innovation technologique. Donc je serais, bien évidemment, il y a de la conduite du changement, il y a un impact sur les métiers. Les métiers sont nos premiers partenaires dans toute cette aventure. On travaille vraiment main dans la main avec les ingénieries d'EDF sur le sujet. Mais je dirais quand même que si je dois en citer un, ce serait l'impact technologique, parce que forcément, on a posé un brevet, on vient de la R&D, on a fait de la veille partout dans le monde et on n'a jamais trouvé la techno équivalente. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être en avance de phase. Paul? Alors pour nous, évidemment, on est sur des axes différents parce que on est une société B2C, on cherche à attraper des consommateurs, un consommateur, voilà la différence de Metroscope. Donc la principale rupture nous concernant, elle est plutôt culturelle et c'est celle de l'usage. C'est l'idée de se dire qu'on va pouvoir acheter, configurer soi-même un meuble sur Internet et prendre le pouvoir tel que je pouvais l'exposer tout à l'heure. Donc ça, c'est la principale rupture. Et évidemment, elle repose sur une rupture technologique dans l'idée d'avoir cette application end-to-end, vraiment depuis le consommateur final jusqu'au lancement de la chaîne de production. D'accord, très bien. Alors, j'ai bien entendu tout à l'heure que vous positionnez comme e-commerçant et vous êtes quand même avant tout des industriels. Et comment expliquez-vous l'un et l'autre ce rapprochement entre le monde de l'industrie et le monde du service? Aurélien. Je pense que le numérique en fait va naturellement vers le service, assez spontanément en fait. Donc la question elle est finalement est-ce qu'on arrête cette vague numérique qui est en train d'arriver? Est-ce que c'est un bienfait fondamentalement? Est-ce que c'est un progrès? Je pense que tout le monde partage la conviction profonde que oui, et que ce qui va naturellement avec, c'est un changement des pratiques, c'est un changement des métiers, et qui, par le biais de l'avènement des applications, de toute la digitalisation, se transforme progressivement vers une notion de service. Maintenant, ça ne remplace absolument pas, mais vraiment absolument pas l'actif matériel, en aucun cas. Il y a toujours des chaînes de production, il y a toujours des tuyaux, et on en est bien content. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de gens qui ont aussi la maîtrise physique, manuelle de ces choses-là. Donc, bien évidemment, qu'il y a une vague de services qui accompagne la digitalisation, mais elle ne fait pas tout et elle est en appui aussi de métiers qui sont historiques, de métiers qui sont parfois proches de l'artisanat et qui sont absolument fondamentaux pour réussir. D'accord. Paul, un avis sur le sujet? Oui, effectivement, on ne se passe pas du tout de l'actif. Les machines n'ont jamais été... Enfin, les opérations existent dans notre univers de l'ameublement depuis à peu près que l'ameublement existe, puisqu'il s'agit de découper, il s'agit de percer, il s'agit de défoncer. Maintenant, elles sont rendues de plus en plus efficaces et précises. On travaille sur du dixième de millimètre. Alors, j'imagine que dans le nucléaire, on fait beaucoup mieux que ça, mais dans l'ameublement, c'est suffisant, c'est déjà pas mal. Effectivement, il y a cette amélioration continue de la machine, mais aujourd'hui, grâce au digital, en fait, on va libérer la machine, on va lui donner tout son potentiel. Et tout d'un coup, on va être dans une
dans des capacités d'optimisation et d'économie qui sont voilà, le terrain d'une prise de pouvoir pour le consommateur et d'une amélioration opérationnelle continue. Là, par exemple, dans notre système, c'est que de la production à la commande. Et d'un point de vue aussi économique pour Mobibam qui se lance sur le marché, qui est une start-up qui est à peu près tout faux parce qu'elle est sur une création de marque B2C, c'est un e-commerçant et dans l'univers du meuble où il s'agit de produire des choses lourdes, de les expédier, de les monter chez les clients, et ben on a quand même la possibilité on a un besoin de fonds de roulement négatif. D'accord ? C'est-à-dire que les clients de Mobibam payent avant que moi je ne paye mon fournisseur parce que je ne lance la production qu'une fois que j'ai reçu la commande par mon client. Donc voilà, tout ça c'est un souffle de pouvoir dont on commence à peine à mesurer la portée à mon avis. Alors, dans le monde de la transformation digitale, les apôtres de la transformation qui sont devenus leaders de leur marché ont fait de la technologie un de leurs assets principaux. Quid pour Mobibam et Metroscope? Alors, Aurélien, tu as partiellement répondu déjà, mais du coup, est-ce que l'on peut dire que la transformation digitale se réduit à une transformation technologique? Alors, on a une techno, clairement. Cette techno, elle est complètement au service d'une expertise. Et absolument pas l'inverse. Donc, chez nous, la technologie, c'est un moyen qu'on met au service de métiers. Et l'asset principal de Metroscope, j'irais presque dire que finalement, malgré ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est certes une brique technologique, mais c'est avant tout une collaboration avec des métiers. Parce que sans eux, je parlais tout à l'heure de digital twin, de modélisation, et puis il y a tout le service derrière d'utilisation du Metroscope pour aller jusqu'à la décision de maintenance. Ça, c'est l'humain qui l'apprend, et ça, c'est l'humain qui, en connaissance de ses actifs, qui en connaissance de ses process, est capable de critiquer, d'interpréter ce que nous, on va lui fournir comme résultat, mais en aucun cas, on prétendra le remplacer. Donc en fait, au cœur du business model, on en parlait un petit peu tout à l'heure de Metroscope, il y a vraiment deux choses. Ok, il y a une technologie, mais il y a des partenariats, il y a un écosystème avec les métiers et on fait absolument rien sans les métiers, bien au contraire. Et donc aujourd'hui, nous, on est plus sur une techno qui vient valoriser le métier et le remettre au centre finalement de l'intérêt. Et donc, fondamentalement, on est sur deux pieds. Un pied technologique, oui, mais qui ne fait pas tout, qui ne prétend absolument pas tout faire. Et un pied humain, un pied expert, un pied métier, qui est juste absolument fondamental pour qu'on puisse espérer avoir un succès quelconque dans cette aventure. Oui, je ferai un peu la même réponse et c'est vraiment critique chez nous d'avoir cette assise technologique et derrière ce rapport avec l'humain. D'ailleurs, on a vraiment deux métiers autour de notre principe de la clé de voûte de Mobibam là, qui est ce configurateur. On a celui de la fonctionnalité. Et là, il faut effectivement que ce configurateur soit capable de générer, de proposer une option, de proposer un type de meuble, une manière de manipuler un meuble et de transformer cette option en un ordre de fabrication pour une machine. Ça, oui, c'est nécessaire. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai pas vendu un seul meuble, ça je vous assure. Il faut surtout que j'ai une interface qui soit parlante, qui soit intuitive, qui soit simple, qui soit ludique, qui permette à n'importe qui, puisque c'est notre pari, de faire cet exercice. Donc la fonctionnalité seule, la techno seule, sert à rien. Et l'ergonomie de l'autre côté seule non plus, une simple maquette et une projection ou un fantasme d'une machine totalement automatisée, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il faut mettre les mains dans le cambouis sur les deux dimensions. Alors d'accord, mais du coup, dans votre quotidien, à l'un comme à l'autre, comment faites-vous cet équilibre entre la pertinence de votre business model à l'instant T, l'expérience que vous allez délivrer à vos clients, même s'il en est en B2C, là on est plutôt en B2B, et la technologie. Voilà, comment s'articulent les choses, comment s'organisent les choses, comment vous appuyez plus sur le frein, l'accélérateur, sur l'un ou l'autre des axes. Alors réponse très courte pour nous, on compte sur Ypon. Merci. Avec qui on s'est engagé depuis de longue date dans un développement agile, donc avec notamment beaucoup de sollicitations de nos utilisateurs pilotes, c'est-à-dire que tous les choix de conception qui sont faits sur le logiciel sont confrontés systématiquement à l'utilisateur final. Ce qui fait qu'on n'est jamais dans une tour d'ivoire, on ne prend pas des décisions éloignées du terrain, bien au contraire. On essaye au maximum de se confronter avec le terrain. Maintenant, je parlais tout à l'heure de notre business model. Notre business model, fondamentalement, il repose sur les deux. Et donc, on ne peut pas les dissocier. Il y a une vraie complémentarité
sécurité, et on a besoin des deux. On ne peut pas se dire, là, je m'oriente sur la technologie aujourd'hui et je ferai le métier demain, ou l'inverse. Ça n'est pas possible. C'est les deux en même temps, tout le temps, coûte que coûte. Ça, c'est absolument une condition sine qua non de notre réussite. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ? On a des boucles de rétroaction très très courtes avec des utilisateurs, avec beaucoup d'utilisateurs, le maximum, et on va se confronter au métier le plus possible pour pouvoir valider tous les choix qu'on va faire, de manière à toujours mettre la technologie au service de l'utilisateur et jamais l'inverse. Et vraiment, on le dit tout le temps, mais c'est valable pour beaucoup de startups, il ne faut pas tomber amoureux de sa techno. Il ne faut surtout pas tomber amoureux de sa techno. Et ça, c'est un risque, surtout quand on en est fier, qu'on est content, qu'on a produit les algorithmes. En l'occurrence, c'est mon cas, les algorithmes qui sont dans Metroscope, je les ai produits quand j'étais à la R&D, donc j'étais très content, on les a brevetés, on a toute une belle invention, c'est formidable. À un moment donné, ça, il faut savoir, pas faire table rase, il faut savoir reposer dessus, mais il faut savoir le remettre en question, il faut savoir le challenger, et il faut savoir être juste ouvert à l'écoute, parce que c'est comme ça qu'on transforme un produit, c'est comme ça qu'on rencontre ses utilisateurs, et c'est comme ça que, in fine, on trouve l'adéquation avec son marché, et qu'on va pouvoir scaler et tout simplement réussir cette aventure. Oui, alors nous, en matière d'arbitrage entre une partie plutôt fonctionnelle technologique et une partie expérience, je rejoins totalement ce qu'a dit Aurélien. En fait, on est absolument obligé de tout faire en même temps. Mais je dirais d'une manière générale pour l'entreprise, je suis obligé de faire tout en même temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une super ergonomie que je peux me passer de faire un bon recrutement, ni d'aller chercher de l'argent parce que j'ai un horizon de trésorerie qui se raccourcit, ni d'aller contracter un super partenariat avec vraiment le partenaire industriel qui va tirer ma croissance. Donc je suis obligé de tout faire en même temps. Maintenant, pour le sujet particulier de cet équilibre fonctionnalité et ergonomie, on a des sprints courts, on est vraiment dans une logique d'agilité, des sprints courts et un arbitrage en permanence sur chaque nouvelle fonctionnalité, couche d'ergonomie, etc., en fonction effectivement des compétences qui peuvent être différentes qui sont nécessaires, parce que certains sont plus évidemment fonctionnalité et d'autres plus ergonomie. J'ai une clé de répartition, parce que j'ai la chance d'être une start-up qui s'est lancée avec à peu près rien et qui là vient de faire un tour de table, mais j'ai pas encore un partenaire industriel aux poches aussi peut-être aussi profonde ou avec tout de suite un engagement de la taille de Metroscope, et bravo Aurélien pour avoir fait ça. Du coup, et là je trouve que dans ce sens c'est ma chance, c'est que je dois en permanence me poser la question de où est-ce que je suis le plus proche du chiffre d'affaires. Comment je fais pour faire rentrer 1 euro dans cette compagnie le plus vite possible. Voilà, donc j'ai en permanance ça en tête. Exactement. Mais ceci étant, quand j'envoie un mauvais fichier de production à l'usine qui fait n'importe quoi, je suis obligé de résoudre mes problèmes opérationnels. Je ne peux pas envoyer dans la nature du SAV, production, livraison, montage. Je suis obligé d'assumer tout ça. Et je suis obligé d'avoir une équipe qui commerciale, administration des ventes, etc., qui déroule à côté. Donc je ne peux rien mettre de côté, mais je suis dans l'obsession de générer du chiffre, de m'inscrire dans une véritable activité économique, et en même temps c'est la démonstration de l'efficacité d'un business model. C'est-à-dire qu'un truc hors sol qui n'est pas soumis au marché, à mon avis ça n'a pas de sens. En tout cas c'est les choix qu'on a fait. Vous êtes très beau challenge, messieurs. Alors, quittons le monde des cycles courts et projetons-nous un peu. Il n'y a pas de piège, mais l'industrie du futur dans 20 ans, la 5e révolution industrielle, ce serait quoi? Vous avez vu Terminator? Ouais. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que là, j'étais sur un salon des machines à boire récemment, et on se dit, mais pour l'instant, elles sont gentilles, mais vous savez pas qu'elles se retournent contre nous. Et ouais, non, c'est impressionnant, c'est évidemment porteur de beaucoup d'espoir. J'imagine qu'il y a des choses à faire sur peut-être... alors là, c'est des dimensions que personnellement, je suis pas tech, donc j'aurais un peu plus de mal à appréhender, mais à mon avis, il y a une partie prédictive qui peut être assez passionnante. Là, Aurélien, c'est le cœur de ce que tu fais sur la maintenance prédictive, je crois. Mais enfin, c'est notamment ce que tu fais, pardon. Ouais, il y en a. Mais je pense même aux consommateurs dans peut-être une manière d'aller un peu plus loin dans l'anticipation de besoins, voilà, aller encore plus loin dans la facilitation de la vie des gens. Aurélien? Je répondrai de deux manières. Je dirais que dans 20 ans, à la fois, il va se passer des choses qu'on n'anticipe pas aujourd'hui, qui sont très fortes. Avec l'avènement du numérique, effectivement, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et en même temps, on ne va pas du tout s'extraire des contraintes physiques
On va pas prédire l'avenir, c'est pas vrai, ça j'y crois absolument pas. Il y aura pas de boule de cristal demain qui nous dira que dans 3 mois, telle vanne ou telle pompe va avoir un problème. Bah non, on le verra dans 3 mois quand elle aura effectivement un problème. Pour autant, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir une vraie transformation en profondeur des métiers. Et tout l'enjeu sera de bien mettre le numérique au service du métier et surtout pas l'inverse. Et surtout pas l'inverse. Mais ça, je pense qu'on en prend vraiment la bonne voie. Je pense qu'il y a une thématique qui va être au cœur de la transformation numérique globale de la société, qui va être la thématique de responsabilité. On le voit déjà avec Facebook, avec les scandales Cambridge Analytica, etc. Et donc, une thématique de maîtrise de la donnée, une thématique de responsabilité qui fait que structurellement, l'homme sera toujours au centre. Et ça, j'en ai la conviction profonde. Ça va se structurer autour des hommes, ça va être en support. Le numérique va être une fonction support qu'il ne faut pas rater parce qu'on parle de 4e révolution industrielle et c'est pas pour rien. On en a vu des précédentes avec la robotique, avec l'électricité, avec les chaudières à vapeur. Bon bah voilà, aujourd'hui, il y a une vraie révolution industrielle. Tout le monde l'a compris, tout le monde en prend le cap, mais c'est une révolution industrielle qui reste au service des métiers. Donc, messieurs, en conclusion, ce que je dirais, c'est que vos parcours illustrent que le numérique permet l'optimisation et la transformation de l'outil industriel, permet effectivement la transformation du modèle économique, que le numérique effectivement permet de rapprocher les mondes industriels et le monde du service, et surtout, et ce que j'entends et ce qui me fait plaisir, c'est que l'humain reste au cœur de tout. Ça me paraît être une belle conclusion. Parfait, voilà. magnifique. Messieurs, merci pour cette première de Digital Débrief, et puis je vous dis à très bientôt.